Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Gabrielle et aujourd'hui on fait une vidéo spéciale Get Ready With Me et c'est Dame Mortelle version Halloween. Halloween c'est comme ma saison préférée. Eh ben oui, parce qu'on est dans le mois de octobre, on est dans la saison de l'horreur et il est temps qu'on se mette dans le mood de Halloween. Je vais me mettre légèrement un peu plus style Halloween. Et voilà, déjà là, on est un peu plus dans le mood Halloween. Et je vais enlever mes gants puisque sincèrement c'est pas très pratique faire du maquillage avec des gants. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de l'une des plus célèbres et meurtrières tueuses en série de l'histoire. Et cette fameuse femme s'appelle Elizabeth Bathory. Alors pour cette vidéo spéciale d'Halloween, attrapez votre popcorn, vos doudous et vos pinceaux de maquillage parce que l'histoire de cette femme va vous donner froid dans le dos. On commence la vidéo en tapant juste en dessous de nos yeux. On va commencer en fait avec les yeux aujourd'hui pour ce maquillage. Et saviez-vous en passant que Elizabeth, son prénom ne se prononce pas Elisabeth? J'ai fait mes petites recherches, mais son prénom se prononce Erzébeth. On est quand même en 1500 quelques, là, dans les années 1500, fait que ça m'étonne, ça m'étonne pas du tout. Je suis présentement en train de faire la première étape de mon maquillage qui est de primer mes yeux avec le primer de Anastasia Beverly Hills. Donc, Erzébeth est née le 7 août 1560 et son père était le comte George. Et sa mère était la comtesse Anna Bathory. La famille Bathory était l'une des plus anciennes, puissantes et riches à l'époque en Hongrie. Parce que oui, tout ça se passe, by the way, en Hongrie. Et Erzébeth était leur fille unique. Donc elle était descendante de la famille Bathory, qui est pas mal une famille princière. Vraiment, c'est une famille très importante à l'époque. Son oncle était même Étienne Ier Bathory, qui était le prince de Transylvanie et le roi de la Pologne. You know, quand t'as des cousins qui sont importants. On va maintenant aller utiliser ma palette de Kate Von D Shade and Light. Je suis vraiment cute présentement, là, mais incroyablement cute. Ok! Je vais aller avec la première couleur juste ici. Puis en fait, ce qui fait connaître Erzébeth, c'est pas son nom de famille, mais plutôt sa cruauté, sa folie et son goût pour le sang. Erzébeth a gagné multiples surnoms, dont incluant la comtesse sanglante, la comtesse Dracula, l'ogresse de Carpathes. Elle a vraiment gagné plusieurs petits surnoms très jolis. Et ce serait aussi l'une des tueuses les plus prolifiques de l'histoire. Selon des historiens et en fait plusieurs faits, elle aurait tué jusqu'à 650 personnes. Hello! 650 personnes, c'est comme un foutu village à l'époque au complet, là. Dans le fond, quand on a parlé de Aileen Wuornos, qui était une tueuse quand même célèbre, c'est rien à comparer de Erzébeth, parce que pour vrai, 650 là. 650! Putain, c'est un village! C'est un putain de village à l'époque, là! Quand elle était petite, Erzébeth a vécu dans le plus grand des conforts et la plus grande des richesses. Elle était vraiment gâtée. Et elle a même reçu une éducation quand même très élevée pour l'époque, particulièrement pour les jeunes femmes, quoique c'était une femme de riche, mais elle était très intelligente, plus qu'on peut le penser. En fait, elle parlait plusieurs langues. Elle parlait le hongrois, le grec, l'allemand, le latin et il y en a une autre, le slovaque. Moi, j'ai de la misère à parler l'anglais sans un accent québécois. J'étudie roumain. En tout cas, elle parlait 6 langues en tout. C'est quand même énorme. Et en plus, elle a eu la chance de recevoir des traitements médicaux très avancés et pour la maladie qu'elle avait. En fait, selon les historiens, comment ils le décrivent, c'est comme une sorte d'épilepsie, mais pour l'époque. Elle avait tout le temps des migraines, elle avait des crises d'épilepsie, elle se sentait pas bien. Et Erzébeth était une fille unique. Ainsi, à 11 ans, son père l'a promis déjà en mariage à un cousin très éloigné.
Hashtag inceste. À l'époque, c'était vraiment conventionnel de te marier avec des cousins. Tu te mariais pas probablement pour l'amour, là, tu te mariais pour des avantages au niveau de ce que l'autre personne pouvait t'apporter, au niveau de la richesse, des coups politiques ou quoi que ce soit. Mais quand même, je sais qu'ils se mariaient entre eux pour comme garder la richesse entre eux. Mais l'inceste, non. Non. Yo. Et le nom de son cousin qu'elle a été promise pour, son nom était Ferenc et il avait 5 ans de plus que elle. Et à la puberté, comme la tradition le voulait à l'époque, elle a déménagé dans sa belle famille avec la famille de son futur mari. Et sa belle-mère était reconnue comme une femme très 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 froide, qui lui a privé de toute joie au niveau d'être un enfant, qui l'a directement mis aux prières et aux lectures. Aucune joie dans sa vie, rien. Elle la préparait à être une bonne femme. Lis, mon enfant, et prie ton Dieu, mon enfant. Elle a sûrement clairement pas appris à cuisiner, parce que je veux dire, c'était des riches, là, fait que les riches ils cuisinent pas pour eux-mêmes, là. On va se le dire. Si j'étais riche, je m'engagerais un cuisinier 24/24 parce que premièrement, je déteste cuisiner. Deuxièmement, je suis nulle à chier. Et troisièmement, quelqu'un me fasse en manger, merci, oui. La seule personne que Erzébeth était proche à l'époque dans ce château qui était très loin de sa famille et qu'elle était entourée de personnes qui ne l'appréciaient pas vraiment, qui étaient quand même très froids avec elle, la seule personne qu'elle était proche, c'était sa nounou. Je sais pas pourquoi exactement elle avait une nounou si elle était déjà prête au mariage. Comment tu peux toujours avoir une nounou et être sur le bord de te marier? De toute façon. Mais sa nounou était une femme qui pratiquait la magie noire. Donc une femme qui était un peu slash sorcière. Je sais pas si les autres personnes étaient au courant, mais cette nounou-là a montré à Erzébeth tout le long de son enfance, donc le temps qu'elle a été avec elle, un peu de magie noire, des potions, tout ce genre de trucs-là. Déjà là, on commence avec un bon début. La fille, boum! On la fout avec des gens qui l'aiment pas, qui sont froids avec elle, puis avec une nounou qui pratique la magie noire. On commence sur un bon start. Ok, je vais aller continuer avec ce brun juste ici. Pourquoi j'aurais pas dû mettre ma perruque tout de suite, là, elle est dans le chemin, puis c'est hideux. J'aurais clairement pas dû mettre ma perruque tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Mais, à peine après 1 an à son arrivée dans ce château-là, dans la belle famille de son futur mari, Erzébeth est tombée enceinte. Et pas de n'importe qui. Non, 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 non. Elle est tombée enceinte d'un domestique. Et croyez-moi, ça n'a pas plu à personne, mais je dis bien personne, premièrement, qu'elle tombe enceinte, mais deuxièmement, d'un domestique. Et bien sûr, tout ceci a éclaté un gros scandale. Comme les Kardashian puis leur scandale, c'est rien à comparer de ce scandale-là à l'époque. Ouh! Ma foi. Je vais aller utiliser la couleur juste ici, celle-ci là. Puis je vais aller créer une espèce de wing liner un peu avec cette couleur. Et bien sûr, ça n'a pas plu non plus à son mari Ferenc. Non, il a vraiment pas aimé. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait le mec? Eh bien, il a... Ah! Je devrais pas rire. Il a castré le jeune domestique et l'a ensuite assassiné. Et tout ça pendant que sa future femme accouchait de l'enfant tout en discrétion. J'ai essayé de rechercher pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant-là. Et certains disent que l'enfant est mort-né. D'autres disent qu'en fait, il a été assassiné. Et d'autres disent qu'il a été simplement donné à des villageois ou d'autres personnes, une famille, pour se débarrasser de l'enfant, bien sûr. Donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec l'enfant. On sait juste que Erzébeth n'a pas pu garder cet enfant. Et Ferenc et Erzébeth se marièrent le 8 mai 1575, alors qu'elle n'avait seulement que 15 ans. Et ils se sont mariés. Je suis pas capable de prononcer ce nom-là, il faut que je le lise parce que je suis pas capable. Ils se sont mariés à Vranov nad Tuplu. Ma prononciation est sûrement inadéquate, croyez-moi. Mais c'est pas grave. On va y aller avec ça.
Je vais aller rajouter juste un petit peu de ce comme brun terre rouge juste ici, en dessous du sourcil pour intensifier le look avec ce brun rouge terre. Et en plus de ça, à leur mariage, Ferenc, ben, il lui a offert un cadeau que disons que pas n'importe quel marié peut se vanter de recevoir. Il lui a offert un château, le château de Chachtis. Il est où le mien? Hein? Il est où mon château? Hello! Clairement que de même en ce moment, clairement qu'aucun gars va m'offrir de château. Mais c'est pas grave, hein? On peut toujours espérer. Pour continuer le maquillage, après avoir utilisé ce brun terre rouge là ici, je vais aller utiliser le noir et créer une espèce de comme wing liner avec. J'ai comme bugué mentalement. Je vais aller réutiliser les mêmes pinceaux parce que pour vrai, je mélange toutes les couleurs. Alors oui, tu peux faire un peu n'importe quoi, by the way, avec ton maquillage, ça passe. Ton maquillage peut être cakey, foiré un peu, it's ok. Donc, 3 ans après leur mariage, Ferenc est nommé commandant en chef des armées hongroises. Et il passe la plupart de son temps en dehors de chez lui, donc sur le champ de bataille, laissant ainsi Élisabeth toute seule à la maison. Son ardeur au combat va lui faire mériter le surnom de Prince Noir, parce que c'est un homme très très violent, mais très courageux. Mais très très violent. Il a quand même castré un mec puis tué, hein. Il aurait pu juste le tuer sans le castrer. Il l'a castré, là. Et pendant que son mari est à la guerre et qu'elle est seule dans ce château, donc seulement entourée de domestiques, de servants et rien d'autre que ceci, ben elle s'ennuie. Et qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas s'ennuyer? Eh bien, elle abat sa colère sur ses servants et domestiques et les frappe, les bat. Elle est une femme reconnue pour être très très cruelle avec ses employés. Et ils ont même découvert des lettres qu'elle envoyait à son mari Ferenc pendant qu'il était à la guerre, en lui demandant conseil sur quel genre de torture qu'elle devrait infliger à ses servants et quel genre de punition elle leur donne. Donc, dans le fond, relationship goal, ils s'envoient des lettres sur comment torturer leurs domestiques. Wow. Relationship goal, pour vrai. Mais Erzébet a beaucoup de misère à concevoir, donc déjà là, à la base, son mari est très peu souvent à la maison. Elle a aussi beaucoup de misère à concevoir un enfant quand il est présent. Donc la super belle-mère de Erzébet, qu'on a déjà entendu parler un peu auparavant, lui conseille d'aller voir une espèce de guérisseuse / sorcière du village pour lui donner des potions de fertilité. Elle se fournit donc de potions de fertilité, de potions pour sa maladie et aussi des potions pour garder sa jeunesse. Et là, on voit où ça vient l'obsession qui commence petit à petit pour la jeunesse éternelle. Elle en devient en fait tellement accro qu'elle demande à la sorcière de venir vivre dans le château avec elle pour l'avoir sous la main pour qu'elle fasse des potions à n'importe quel moment de la journée. Ça s'appelle un pusher de l'époque. Nous, de nos jours, les drug dealers, tu les fais pas vivre chez toi. Ok? C'était genre sa pusher de l'époque, pour vrai, là. Okay, je vais juste aller légèrement blender le noir et m'assurer à ce que mon wing liner soit un peu plus sharp que ça. Je vais aussi aller mettre mes faux cils et faire mes sourcils. Et pour mes sourcils, ça va être super simple. Je vais utiliser, parce que je veux des sourcils noirs puisque mes cheveux sont noirs. Donc je vais utiliser un liquid eyeliner noir pour aller tracer mes sourcils. Je vais donc aller faire ça hors caméra puisque c'est pas très intéressant de me voir faire mes sourcils. Je vais aussi aller appliquer mes faux cils et je vais revenir. Je veux pas avoir un teint trop pâle parce que c'est pas nécessairement... je veux pas avoir l'air trop pâle, mais j'ai un de ces fonds de teint là de Huda Beauty qui est vraiment couvrant, puis je veux vraiment quelque chose de très couvrant. Pardonnez-moi. Et ensuite, je vais aller pâlir mon visage avec mon concealer. Donc on va commencer par le fond de teint. Puis, by the way, il n'est pas du tout de la couleur. C'est vraiment triste parce qu'à cause du COVID, on va se dire la vérité, on peut plus tester. Puis d'habitude, je suis vraiment bonne avec les couleurs au niveau de mes fonds de teint et concealer. Mais celui-là, je me suis vraiment foirée. Puis je ne pense pas que je peux retourner mes fonds de teint chez Sephora en ce moment avec le COVID. Ça me rend triste.
Mais bon, ça va au moins le faire pour les vidéos d'Halloween. Fait que vous allez voir, il est vraiment plus pâle. Fait que je veux pas avoir l'air trop blanche, mais je veux avoir l'air comme une femme à l'époque qui vivait dans son château puis qui était satanique, là. Qui prend pas beaucoup de soleil, disons. J'ai oublié de mettre du primer. Fuck. Je vais aller mettre du primer. J'ai oublié de primer mon visage. Quelle grosse nouille. Je vais utiliser mon primer de chez Wet n Wild. Donc, dans le fond, après 10 ans de mariage avec Ferenc, Erzsébet tombe enfin enceinte. Elle tombe enceinte de sa première fille, qui est Anna. Et par la suite, elle tombe enceinte de Orsulia et Andras. Mais tous les deux meurent très très jeunes, donc à quelques années malheureusement de vie. Et c'est seulement en 1598 qu'elle donne naissance à 2 autres enfants, qui sont Katharina et Pâle. Pâle comme ma peau. Je me suis vraiment trompée pour la couleur de fond de teint. Au moins ça va marcher pour mes trucs d'Halloween. Dire que j'achetais ce fond de teint là, cette couleur là au début pour qu'elle me matche dans la vie de tous les jours. Clairement que ça n'arrivera pas. Et c'est en 1604 que le mari d'Élisabeth meurt au combat. J'ai fait plusieurs recherches et on n'est pas vraiment certain de comment il est mort. Sa mort était apparemment très suspicieuse. Certains disent qu'il est mort au combat, mais d'autres auraient dit que c'est une prostituée qui l'aurait en fait assassiné. Donc sa mort est très suspicieuse, il n'y a pas vraiment d'informations autour de cette histoire. I don't know. I don't know. I don't know. Je vais aller maintenant avec mon concealer de chez Fenty Beauty dans la couleur 150. Et alors que Erzsébet devient veuve, elle prend donc sa place pour régner au château et auprès de ses villageois et de tout le monde. Et beaucoup de personnes vont penser en fait que Erzsébet sera facilement manipulable et influençable, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une femme très riche qui possède beaucoup de choses, de territoires, de propriétés. Je pense qu'elle avait 3, 4, 5 propriétés. Elle en avait une à Chastis, une à Vienne. On en avait 2 autres, mais je sais pas vraiment comment prononcer les noms. Et alors que beaucoup convoitent ses biens, elle ne se laisse pas faire et elle s'associe avec son cousin Gabriel Báthory et les Allemands pour repousser les gens qui veulent s'approprier ce qu'elle a. Et croyez-moi, le coup d'état de s'associer avec des Allemands ainsi que son cousin pour repousser toute personne voulant ses biens, ben ça n'a clairement pas plu au roi Mathias Ier à l'époque. Il était pas très content le mec, vraiment pas. Parce que lui, il voulait ce qu'elle avait. Et elle, ben elle l'a compris rapidement et elle a simplement elle s'est associée avec les Allemands. Puis clairement qu'à l'époque, ben ça il s'aimait pas. Devenue veuve, les méfaits de Erzsébet envers ses employés, donc les servants, se décuplent et elle devient de plus en plus violente au niveau de comment elle maltraite ses servants. Elle les bat à répétition. Mais on n'en est quand même pas à l'apogée de sa cruauté. Attendez avec moi, vous allez voir. Donc, notre veuve, qui est maintenant dans sa quarantaine et qui est une femme, en passant, qui est reconnue pour être quand même très très jolie. Elle a des traits très démarqués, des cheveux foncés, très longs, une belle peau. Elle est vraiment une belle femme, même dans sa quarantaine. À l'époque, je vous ferai remarquer que les gens, il y avait une espérance de vie très courte. Donc, à ce que tu sois très jolie dans ta quarantaine, à l'époque, c'était quand même exceptionnel. Et elle commence à fréquenter la cour du roi, Mathias Ier. Je comprends pas trop pourquoi elle a commencé à fréquenter sa cour. J'ai pas trouvé aucune information là-dessus, mais elle s'est quand même battue avec les Allemands et son cousin contre Mathias. Puis au final, elle va fréquenter sa cour. Je pense que c'était juste pour retourner le couteau dans le plaid, là. That's it. Et je vais aller utiliser les mêmes couleurs pour en dessous de mon œil, donc je vais commencer par celle-ci ici. Et lors de ses visites à la cour royale, Erzsébet rencontre un cher Emmanuel, qui est beaucoup plus jeune qu'elle en passant. Et ce cher Emmanuel commence à courtiser Erzsébet. Au début, elle résiste, mais après un certain moment, elle tombe sous son charme et elle tombe en amour avec lui, et elle devient alors sa maîtresse. Mais le père d'Emmanuel, George Thurzo, n'est pas très content de cette relation entre son fils et Erzsébet. La raison du pourquoi, c'est parce qu'il convoitise les biens d'Erzsébet
Et ben, son fils est pas mal dans le chemin, hein. Il concocte donc un plan pour que son fils se marie avec une jeune riche héritière à l'autre bout du pays pour avoir la chance lui-même de pouvoir s'approcher de Erzébeth. Et il crée une fausse lettre qu'il envoie à Erzébeth de la part de son fils. Donc c'est pas son fils qui l'a écrit, mais c'est bien le père du fils, Emmanuel. Ça devient compliqué. Mais il envoie la lettre à Erzébeth et cette lettre dévaste complètement Erzébeth. Cette lettre provoque chez elle une colère absolue en croyant que Emmanuel la laisse car elle n'a plus toute sa beauté de jeunesse. Et là, elle était déjà obsédée, comme on le savait auparavant, par la jeunesse éternelle. Mais croyez-moi, ça l'a entraînée dans une folie totale. Elle s'est comme dit « Non, il m'aime plus parce que je suis vieille puis je suis plus belle. Non! » Je peux pas être sérieuse. Ça l'entraîne complètement à un point de non-retour. Elle vire sur le top. Puis si vous pensez qu'elle était violente auparavant, eh boy! Eh boy, c'est rien à comparer de ça. Elle s'enferme dès lors dans son château avec aucun contact avec l'extérieur. Le moins possible, elle reste dans son château. En plus d'avoir plusieurs amants à la fois, il est même entendu que Élisabeth a des orgies chez elle et a des tendances lesbiennes, donc elle est bisexuelle, ce qui à l'époque, on va se dire, n'existait pas vraiment. Donc, vraiment, elle vire sur le capot. Elle se crée même une chambre des tortures dans son château. Et c'est dans cette pièce qu'elle va tuer beaucoup de jeunes filles. 50 Shades of Grey, mais un peu moins fun, genre 50 Shades of Red. Et alors qu'un jour, Erzébeth était en train de battre une domestique, je ne sais pas exactement comment ça s'est produit, mais elle reçut le sang de cette domestique-là sur sa peau, donc sur sa main. Et tout de suite, elle se rendit compte que sa peau avait l'air plus jeune, plus éclatante. Demandez-vous pas pourquoi scientifiquement, apparemment, du sang ferait à ce que ta peau a l'air plus jeune. Puis ce que je comprends pas dans cette histoire-là, dans ce fait-là, c'est qu'elle a toujours battu des domestiques. Pourquoi? Pour la première fois de sa vie, elle reçoit du sang sur elle. Elle a toujours été violente. Dans chaque document, texte, information que j'ai trouvé sur Erzébeth, elle a été violente de A à Z. Pourquoi juste à ce moment-là précis, elle reçoit du sang sur elle? I don't get it, but okay. Donc c'est à partir de ce jour-là que Erzébeth décide de prendre des bains de sang ainsi que d'en boire, donc de boire du sang. Et selon Erzébeth, la jeune fille devait être vierge. Si une jeune femme était vierge, son sang était plus pur, donc de meilleure qualité, donc un meilleur remède pour garder sa jeunesse. Et les jeunes femmes devaient être des belles jeunes femmes, fait belles jeunes femmes vierges de l'époque. Généralement, ces victimes avaient entre 10 à 14 ans et Erzébeth ne faisait pas ses coups toute seule, elle avait 4 accomplices qui l'aidaient tout au long. Elle a commencé en fait au début avec des filles de pauvres, donc de domestiques, de servants. Elle a commencé avec leurs filles à eux. Elle aurait kidnappé ces jeunes filles-là, elle aurait payé pour en avoir. Elle aurait même promis à ces jeunes filles-là qu'elle la chance d'avoir un emploi au château. Donc dans le fond, ces 4 accomplices qui étaient en fait sa nourrice, la sorcière qui est venue vivre chez elle au début, comme j'ai raconté, et quelques autres accomplices, 2 autres principalement qui étaient des servants, que je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix, mais 2 autres servants. Il y en avait quelques autres qui aidaient aussi tout au long de son épopée de meurtrière. Mais dans le fond, en général, ils kidnappaient des jeunes filles du village, des domestiques directement. Donc, à l'époque, comme les domestiques et les servants étaient des gens très très pauvres, mais en fait, personne n'y accordait d'importance. Les pauvres ne pouvaient pas se plaindre. Il n'y avait aucun droit. Fait qu'Erzébeth pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais littéralement ce qu'elle voulait et personne n'en parlait. Pour eux, ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, issues de familles très pauvres, étaient malheureusement comme des déchets. Il n'y avait aucune valeur dans la société, donc Erzébeth pouvait kidnapper très facilement ces jeunes filles-là.
À un moment donné, Erzébet, notre petite Erzébet, elle s'est ennuyée. Elle s'est dit, ah, tu quoi, you know what? I'm gonna upgrade. Donc, elle s'ennuyait vraiment de seulement kidnapper des jeunes filles pauvres. Donc, elle a décidé de upgrader dans la hiérarchie. Et elle a commencé à kidnapper des jeunes filles un peu plus riches. Donc, je dis pas des filles qui sont issues de familles riches. Je dis juste, admettons, des gens qui travaillaient dans le village, dans différents villages autour du château. Ben, c'est ces jeunes filles qu'elle commençait à kidnapper. Elle s'est dit qu'elle était étonnée des petites pauvres faciles à prendre comme ça sans que personne ne dise rien. Fait qu'elle a décidé de commencer par des filles de la classe moyenne, comme on pourrait dire. Et là, je vais vous détailler un peu pas mal quelle sorte de torture que Erzébet employait sur ces jeunes femmes-là. Donc, hold up. Si t'es une personne sensible de cœur, donc qui n'aime pas ce genre de choses-là, si t'es une personne mineure, très très jeune, arrête la vidéo pour un instant ou comme va un peu plus loin dans la vidéo parce que je vais décrire certaines des tortures et ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc, les tortures que Erzébet employait sur ces jeunes demoiselles vierges étaient... elle les battait, elle les enfermait dans des cages, elle les affamait jusqu'à la mort. Certaines étaient congelées, vivantes. Ben, congelées, à l'époque ça n'existe pas, congelées, mais étaient gelées. Elle était laissée dans le froid jusqu'à temps qu'elle en meure. Une des tortures que Erzébet préférait particulièrement était les aiguilles. Donc elle plantait des aiguilles dans la peau de ses victimes, particulièrement en dessous des ongles. Elle a même à certains moments enduit certaines victimes avec du miel et a relâché et les a attachées sur une table. Donc elle a attaché les victimes sur des tables et les a enduites de miel pour par la suite relâcher des insectes sur la jeune victime. Donc que ce soit des abeilles, des fourmis, pour que celles-ci les mangent ou les piquent jusqu'à temps qu'elles en meurent. Elle en a brûlé certaines. Elle utilisait aussi des fers rouges. Elle utilisait beaucoup de fers rouges pour les brûler. Donc, elle a déjà enfoncé dans la bouche de certaines de ses victimes des fers chauds. Elle mordait beaucoup. Certaines de ses victimes, elle les a amenées toute une nuit dans sa chambre personnelle à elle. Pour avoir des relations sexuelles avec ces jeunes femmes-là. Et elle les a mordues. Elle mordait beaucoup ses victimes et certaines apparemment elle les mordait dans le cou pour qu'elles en meurent, donc au niveau de la veine jugulaire. Tout le pourquoi elle a reçu le surnom de la comtesse Dracula, parce que morte dans le cou, morte jusqu'à temps que la personne se vide de son sang. You know, mordre quelqu'un dans le cou jusqu'à temps qu'il se vide de son sang. Erzébet, Dracula, same shit. On peut vraiment dire que la femme était complètement folle. Et apparemment, elle était rendue avec 2 sorcières dans son château qui l'influençaient à torturer ces jeunes filles-là, qui l'encourageaient. Donc, elle a même mordu certaines de ses victimes apparemment sur les parties génitales en bas. Biche! C'est un autre level de genre craziness. Comme Ted Bundy était rien à comparer d'elle. Bruh, genre what? Je me demande comment elle a eu l'imagination pour tous ces genres de choses-là. En fait, je veux pas trop savoir. Oh my god. Et même que les sorcières qui vivaient avec elle, parce qu'il y en avait une qui au début avait déménagé avec elle pour faire ses potions maison à tout moment. Mais elle avait fait à un certain moment dans sa vie emménager une autre sorcière et ces 2 femmes étaient des femmes très cruelles selon les historiens et encourageaient Erzébet à être cray-cray. Et en fait, les tortures et les meurtres qu'elle affligeait à ses victimes étaient autant motivés par un désir sexuel que par un pur sadisme. So, it was crazy.
Et alors que certaines de ces victimes étaient affamées jusqu'à ce que mort s'en suive, d'autres étaient complètement surnourries, donc elles étaient bourrées pour devenir obèses. Et la raison du pourquoi, c'est parce qu'elles croyaient que plus la personne était en chair, plus la personne avait de sang. Science? Non. Donc, les cruautés qu'elle affichait envers ces jeunes femmes étaient d'un autre domaine. Elle était complètement... elle était une femme diabolique. Ça, c'est un autre level de crazy. Totalement. Mais totalement. Are you okay, Elizabeth? Are you? I don't think so. I don't. J'aimerais pas mourir de cette façon-là, préférablement, s'il vous plaît. S'il y a un tueur en série présentement qui écoute ma vidéo, you know, it's chill. C'est chill. Tu peux aller voir ailleurs. Merci. Bye. Okay, on a pas mal fini pour les yeux pour l'instant. Je pense pas que je vais modifier quoi que ce soit, mais on va juste continuer avec le reste du maquillage. Je vais aller utiliser ma palette de Tarteist de Tarte et je vais aller utiliser Shade juste ici. Donc, Elizabeth a commencé avec des filles de servants et domestiques, donc les personnes les plus pauvres à cette époque-là. Ensuite, elle a upgradé pour des filles de la classe moyenne, mais c'est en 1610 que Elizabeth, elle s'ennuie un peu, des filles traditionnelles, donc elle a décidé de upgrade le game encore une fois, et cette fois-ci, de kidnapper et d'assassiner des filles de riches, donc des filles de nobles. Oh no, lady, not today. Clairement qu'en fait ceci n'a pas plu aux gens riches, parce que les gens riches, ils se soucient de leurs filles. Les gens pauvres ont pas vraiment la priorité, le temps ou l'opportunité de se soucier de leurs filles disparues. Mais les riches, ils ont juste ça à faire. Je veux que ça soit un peu plus loin. D'habitude, mon contour, je le fais pas comme ça. Mais là, je veux vraiment que ce soit un peu plus intense parce que j'essaie de me créer une espèce de style. Je torture des jeunes filles depuis des années dans mon château, dans la noirceur totale. Et je suis complètement folle. Ça, c'est le style que j'essaie de faire présentement. Oh shit. Donc, de plus en plus de rumeurs se propagent par rapport à qu'est-ce qui se passe comme horreur au château de Elizabeth. Et les riches, en fait, généralement, envoyaient leurs filles au départ avant qu'ils sachent qu'elles disparaissent une après l'autre. Généralement, les riches envoyaient leurs jeunes filles chez Elizabeth en pensant que celle-ci allait recevoir des cours d'étiquette, donc apprendre à être une bonne femme, à savoir cuisiner et faire le thé. Mais non, elle se faisait assassiner. C'est autre chose. À un moment donné, les riches, en se rendant compte que leurs filles disparaissent une après l'autre, ils se font une petite réunion, Puis là, ils commencent à faire what's going on? Where is my daughter? Bitch. Et donc, en se rendant compte que toutes leurs filles sont allées au même endroit avant leur disparition. Au château de Elizabeth. Mystère. Et donc, les riches font pression auprès de la cour et du roi pour dire something is up. So, look into it, ok? C'est donc le 10 décembre 1610 que le roi Mathias Ier donne comme mission à George Torzo d'aller enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe au château de Elizabeth. Puis il est en quelque sorte une espèce de ministère de la justice à l'époque, à ce que j'ai compris. Et en plus de ça, si on s'en rappelle bien, George Torzo est le père de Emmanuel, qui était l'amant de Elizabeth à l'époque, et il est aussi le cousin éloigné de Elizabeth. Très très neutre. C'est très très neutre. Qui ne connaît pas du tout, aucune connexion avec l'accusé. Mais aucune. Il se rend donc alors au château en toute discrétion pour commencer à enquêter sur qu'est-ce qui se passe derrière les portes du château. Il rencontre à ce moment-là un prêtre qui était là depuis quelques années. En fait, il venait
d'un autre village, bien plus loin en Hongrie. Mais ce prêtre-là avait déjà commencé en fait depuis plusieurs années à enquêter sur ce qui se passait au château de Erzsébet. Donc les deux hommes se sont associés pour faire l'enquête sur Erzsébet. Et en fait, ces deux hommes-là ont découvert énormément de cadavres dans le château de Erzsébet. Ils ont trouvé des femmes dans des cages, des femmes qui étaient toujours vivantes et d'autres malheureusement plus en vie. Et apparemment, selon certaines personnes qui auraient entendu dans le château, la journée précédente avant son arrestation, parce que bien sûr Erzsébet commençait à s'en douter, c'était une femme très intelligente, et elle commençait à se douter qu'elle allait se faire arrêter. Et apparemment, ces personnes-là auraient entendu Erzsébet prier les mauvais esprits ainsi que Satan pour venir l'aider. Je devrais pas rire, mais la façon, elle lui aurait demandé, selon les dires des gens, que Satan lui envoie 99 chats noirs pour la protéger. 90 ou 99 chats pour la protéger. Je comprends toujours pas pourquoi 99 chats. C'est quoi? J'ai juste l'image de Erzsébet qui attend les soldats qui viennent l'arrêter dans son château avec ses 99 chats. Puis elle prend un chat back à back, puis elle les pitch les gens. Tiens, mon tabarnak! Quoi? Pourquoi 80? Je devrais pas rire. C'est vraiment pas drôle comme situation, ok? C'est une histoire sérieuse. Mais pourquoi 99 chats? Elle avait vraiment l'intention de les lancer sur les soldats qui venaient l'arrêter? Va chier mon tabarnak! Je vais à présent utiliser mon blush de chez Anastasia. C'est le blush Trio Pool Party. Je vais juste aller utiliser légèrement cette couleur-là. Et à l'époque, apparemment, Monsieur Turzo aurait envoyé des lettres à sa femme décrivant les horreurs qui auraient été faites au château. Donc, il y aurait des preuves physiques dans des lettres indiquant à quel point ce qu'il a vu était insoutenable au château. Et encore une fois, selon ses propres dires, dans une des lettres qu'il aurait envoyées à sa femme, il aurait indiqué que quand il est venu arrêter Erzsébet, celle-ci était en pleine séance de torture avec une jeune fille. Clairement que tu peux pas dire qu'elle était innocente par la suite. Lors de son arrestation, toutes les complices de Erzsébet furent arrêtés et interrogés, certains même torturés pour avouer certaines vérités. Et ils ont tous été par la suite condamnés à mort. Ce qui est vraiment très chien, selon moi. Ok, peut-être que les sorcières étaient cruelles, c'était des femmes folles elles aussi. Mais je suis sûre que plusieurs de ces personnes-là n'avaient juste pas le choix, comme j'ai énoncé avant, de l'aider. C'était soit ça, soit qu'ils mouraient. Enfin, selon moi, c'est pas juste qu'ils soient tous morts, mais bon. J'étais pas à l'époque, je suis pas là pour témoigner. Hein? Et Erzsébet, lors de son arrestation, a décidé complètement d'arrêter de parler. Elle n'a jamais avoué et elle n'est jamais allée à son propre procès. En passant, elle n'a jamais mis les pieds à son procès puisque ça a été un procès qui a été très discret puisque à l'époque, elle venait d'une famille très riche et puissante. Donc, il voulait pas que ça se sache. Donc, elle a eu un procès très discret sans que personne n'en parle trop, puis elle n'y a pas assisté elle-même. Mais selon les gens, lorsqu'elle a été arrêtée, elle a décidé d'arrêter de parler, elle n'a plus jamais adressé la parole à qui que ce soit. Et en plus de ça, elle n'était pas du tout frustrée par son arrestation ou stressée ou triste ou quoi que ce soit quand quelqu'un de normal se fait arrêter. You know? Elle était très calme et froide. Elle devait s'y attendre, ça faisait plus de 20 ans qu'elle assassinait des gens. Hello? Je vais aller appliquer pour mon rouge à lèvres la couleur Famous de chez Huda Beauty. Et quand le procès a fini et elle a été déclarée coupable, les autorités en fait savaient pas trop quoi faire avec Erzsébet puisque c'était une fille de riche, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la pend? Est-ce qu'on la met en prison? Eh bien, non.
Ils ont voulu faire ça dans la plus grande des discrétions. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis Erzébeth dans son château, dans les appartements de son château plus précisément. Donc, elle n'avait pas tout le château, elle avait précisément plus ses appartements. Et ils ont barré les fenêtres, je sais pas comment, ils ont créé des murs par-dessus les fenêtres, ils l'ont vraiment enfermé, ils ont créé une espèce de pièce complètement noire et sombre où il n'y avait aucune lumière du jour qui pénétrait à l'intérieur. Et il y avait seulement une petite porte avec une fente et c'est dans cette fente-là qu'elle recevait nourriture et eau pour survivre. Mais c'est ça, elle était confinée à ses appartements dans la plus grande des noirceurs, sans aucun contact avec l'extérieur. Et c'est le 20 août 1614, au soir, que Erzébeth a commencé à se sentir un peu faible et elle a compris que c'était l'heure de sa mort. C'était une sorcière, enfin, je comprends qu'elle pouvait voir ça arriver. Elle était dans la magie noire, I don't know. Mais elle leur a indiqué à ses gardes qu'elle n'allait pas bien. Et elle a alors rédigé son testament. Et ses gardes lui ont simplement dit « C'est rien, allez vous coucher madame, tout va bien aller. C'est rien. » Donc cette soirée-là, avant d'aller se coucher, elle a rédigé son testament auprès de son notaire, ses enfants et quelques-uns de ses servants. Et Erzébeth est allée se coucher, mais elle ne s'est jamais réveillée. Elle est morte dans son sommeil entre la nuit du 20 et 21 août 1614. À 54 ans, et ce qui, en passant à l'époque, était très âgé. C'était très rare de survivre jusqu'à cet âge-là à l'époque. C'est quand même une mort ennuyeuse. Je veux dire, la femme était l'une des plus grandes tueuses en série. Elle était complètement barjot. Elle a torturé des centaines et des centaines de personnes. Selon les faits, elle a été accusée seulement de 36 à 80 des meurtres effectués. Elle a été déclarée coupable pour 36 à 80 meurtres en tout, mais beaucoup de gens disent qu'elle est allée jusqu'à 650. Ça n'a jamais été prouvé, mais selon ses propres journaux et des témoignages, on peut compter facilement 650 victimes, environ. Donc c'est tout guys pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur l'histoire de Erzébeth, une femme qui a marqué l'histoire, qui a été l'une des femmes les plus meurtrières à travers l'histoire. Et ça complète notre première vidéo d'Halloween, notre premier maquillage d'Halloween, qui est quand même pas trop effrayant selon mes critères à moi, qui est très facile à porter et à faire. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de thumbs up celle-ci et de vous inscrire à ma chaîne YouTube parce que je vais continuer à faire cette série sur ces dames mortelles. Passez aussi un excellent Halloween. Je sais que cette année au Québec, on va peut-être canceller l'Halloween. Je suis pas 100% sûre pour ma part, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, l'Halloween, c'est pas juste la soirée où tu passes ramasser des bonbons, c'est juste l'ambiance tout autour de cela. Donc, profitez-en en max, écoutez vos films d'horreur, faites attention à vous guys, et bye, on se voit dans la prochaine!